on veut toujours connaître l'origine des choses qui nous font vibrer. Dans un livre sur Fallout, je découvre cette petite phrase. D&D a été le premier jeu vidéo à contenir des boss de fin de niveau. Et ce petit détail allait m'amener à vous parler aujourd'hui du premier boss des jeux vidéo. Mais ce que j'allais découvrir, c'est qu'à partir du milieu des années 60 jusqu'au début des années 70, une époque a conditionné la façon dont on s'amuse aujourd'hui. Et dans cette décennie, j'ai découvert une machine étonnante. Un système révolutionnaire qui a permis l'émergence des RPG et des premières communautés de gamers. Ce système aujourd'hui, il n'en reste quasiment rien. Pourtant, il a permis de créer les premiers boss qu'on trouve dans un jeu vidéo. Je vais vous raconter l'histoire de ce trésor perdu, et quand je dis trésor, je pèse mes mots. Les boss dans les jeux vidéo ou dans les films, ce ne sont rien d'autre que des épreuves, qui servent à évaluer la progression du héros et passer à l'étape suivante. Et des boss, il y en a eu un paquet dans le jeu vidéo. Mike Tyson dans Punch-Out, Lavos dans Chrono Trigger, Bowser dans Super Mario, Mr. Bison dans Street Fighter, Sephiroth dans Final Fantasy ou Alduin dans Skyrim. Voilà, le dragon, c'est lui qui nous intéresse. L'affronter, c'est toujours synonyme de combat déséquilibré. Par exemple, au Moyen-Âge, c'est le principal opposant dans les romans de chevalerie. De Beowulf ou des Nibelungen à Lovecraft ou Conan le Barbare, les récits qui mettent en scène un dragon, il y en a des tas. Mais qui va pousser indirectement le dragon à apparaître dans les jeux vidéo ? Celui qui va prendre comme référence toutes ces légendes pour en faire une nouvelle mythologie, c'est John Ronald Reuel Tolkien. Dans son roman Le Hobbit de 1937, Smaug, le dragon, est la créature ultime. Et tout l'univers du Hobbit est transposé et développé dans les années 50 à l'apparition du Seigneur des Anneaux. Et la Terre du Milieu, il y en a tellement qui vont adorer ça que certains vont trouver un moyen pour essayer d'y évoluer. Et comment trouver le moyen d'évoluer dans un monde fictif ? La réponse, par les jeux de rôle. Nous sommes en 1945, la guerre est finie et c'est toute une jeunesse qui va s'émanciper et qui va vivre enfin dans un monde en paix. C'est une jeunesse éprise de liberté et de formes nouvelles de divertissement. Le rock, la science-fiction, la fantasy sont en plein boom. En 1965, une version éditée par Acebook du Seigneur des Anneaux est diffusée dans les campus américains, mais sans l'accord de l'éditeur de Tolkien. L'impact culturel de cette version pirate va être énorme pour les jeunes lecteurs d'Amérique du Nord. Et c'est la période aussi, dans ce laps de temps très court entre la fin de la guerre et le début des années 60, qu'apparaît sur les campus les premiers grands calculateurs. Bientôt, un lien va se faire entre les univers fictionnels des livres et les nouvelles technologies. Les premiers ordinateurs, ceux d'Alan Turing et de John von Neumann, ne vont pas tarder à croiser les mondes de Mary Shelley, Robert Howard, Jules Verne et Tolkien, et leur servir de porte d'entrée visuelle et interactive. Les premiers ordinateurs mis au point après la guerre étaient des gros systèmes analogiques pesant plusieurs tonnes et faisant appel à des tubes à vide puis des diodes pour effectuer des calculs simples, comme l'ENIAC en 1943. Ces systèmes qui fonctionnent en décimales ne peuvent pas encore enregistrer un programme en mémoire. Ils vont être remplacés progressivement dans les années 50 par des machines plus rapides et plus fiables. C'est l'époque où les universités américaines accueillent des génies comme Einstein, Oppenheimer ou John von Neumann. C'est lui qui va concevoir le modèle de nos ordinateurs actuels avec la machine IAS, pour Institute for Advanced Studies, dont les schémas vont ensuite être reproduits à travers tous les États-Unis et même à toutes les écoles et compagnies qui veulent investir dans ces immenses calculateurs qui fonctionnent désormais en binaire. Et c'est là que l'histoire du jeu vidéo peut commencer. Car en plus de calculer, tous ces gros ordinateurs pouvaient faire autre chose, servir de distraction ludique. Souvent frustrés de passer tout leur temps avec ces grandes machines, certains chercheurs ont commencé à coder des petits jeux expérimentaux pour passer le temps, comme Tennis for Two en 1958 ou Space War en 1962. Le jeu vidéo est donc né de l'habilité des scientifiques à se programmer des petits passe-temps. Et peu à peu, différentes versions de l'IAS vont se retrouver un peu partout. Parmi ces myriades d'ordinateurs IAS, un prototype verra le jour à l'université de l'Illinois en 1951. Et c'est lui qui nous intéresse. Cette version sera appelée ILIAC pour Illinois Automatic Computer. Il faisait 3 mètres de long, 60 cm de large, plus de 2,5 mètres de haut, pour 5 tonnes. Il servira de modèle pour HAL 9000, dans le 2001 de Stanley Kubrick. Mais pour ce qui nous intéresse, il va permettre dès 1960 l'utilisation d'un système révolutionnaire. Début des années 60, un ordinateur c'est avant tout un instrument scientifique, très encombrant et coûteux qui sert à faire des calculs. Et personne ne pense à en faire autre chose qu'un outil de travail.
Le but pédagogique et de recherche, c'est le même esprit qui guide le système Plateau, mis au point à l'Université de l'Illinois. Il doit être utilisé pour apprendre, et rien qu'apprendre. D'abord hébergé sur l'ordinateur ELIAC 1 dès 1960, le projet vise à créer une plateforme d'apprentissage connectée où les étudiants interagissent directement avec la machine via des terminaux. Et au milieu des années 60, Plateau assure quelques dizaines de connexions simultanées au sein de l'université. Nous sommes désormais en 1965 et c'est cette année-là que l'édition pirate du Seigneur des Anneaux déferle sur les campus des États-Unis. Les 3 romans vont influencer de nombreux auteurs, et parmi eux, Gary Gygax, étudiant à l'université de Chicago, qui crée en 1971 le jeu de rôle Chainmail, inspiré en partie de l'univers de Tolkien. Il coécrit ensuite en 1974 avec Dave Arneson le plus célèbre des jeux de rôle, Donjons et Dragons. Le succès de ce jeu est immense et très rapide, et va faire des émules parmi toute une génération, les premiers geeks de l'histoire. Et ça va avoir des répercussions jusque dans les programmes d'enseignement du système Plateau. Ces univers de fantasy qu'on découvre de science-fiction, ils vont influencer énormément les étudiants. Et ces étudiants vont en profiter pour créer des programmes un peu plus ludiques et parfois partager leurs astuces de programmation. Plateau, c'est un terminal qu'on utilise au sein de l'université, et parfois même plus à distance. Et lorsqu'on l'utilise, on peut très bien charger un programme vidéoludique. Ces premiers jeux vidéo, ils sont interdits d'utilisation sur toutes les machines qui appartiennent à l'université. Entre les administrateurs du système et les utilisateurs, il va y avoir un jeu du chat et de la souris. Le système est alors coupé aux heures où on se rend compte que Plateau ne sert pas qu'aux études. De leur côté, les auteurs des jeux essayent de dissimuler leur programme sous des noms de cours ou de leçons. Des jeux sur Plateau, notamment Pedit 5 The Dungeon, qui est le premier RPG, sont supprimés par les opérateurs du système, mais leurs auteurs et leur communauté trouvent toujours un moyen de les restaurer à un moment ou à un autre. C'est dans l'effervescence autour de Plateau que Gary Wisenhunt et Ray Wood, étudiants à l'université de Southern Illinois et fans du jeu de rôle sur table Donjons et Dragons évidemment, écrivent le programme Plateau D&D en 1975. Directement influencé par Pedit 5, mais plus complexe, parce que là, on peut enfin sauvegarder son personnage et explorer plusieurs donjons. D&D Plateau, c'est l'histoire toute simple du donjon de Wisenwood, où un personnage doit plonger de plus en plus profondément dans les niveaux inférieurs pour trouver et tuer le dragon afin de récupérer un orbe magique. Chaque niveau est rempli d'ennemis qui vous tuent assez facilement. Il y a 20 labyrinthes en tout, et les gamers doivent établir des cartes sur papier pour ne pas se perdre. Gameplay ou level design, ce ne sont pas des concepts très utilisés dans les années 70. Le jeu est sans pitié, et si vous n'avez pas le niveau pour affronter les ennemis, vous mourrez et recommencez. Expérience, magie, statistiques, tout est calqué sur le jeu de rôle papier et ça marche. À l'université d'Illinois ou du Delaware, les étudiants adorent. Et même si la difficulté est très relevée. Beaucoup échangent sur les manières de terminer les niveaux ou d'utiliser à bon escient les différents objets. Il y a une lanterne qui permet de voir plus de murs, des livres boostant les compétences ou des bottes elfiques qui permettent d'être plus discrets. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui était déjà là, il y a 50 ans. Et au fond du labyrinthe, il y a le dragon à abattre. Et c'est lui, le premier boss qu'on trouve dans un jeu vidéo. Bon, il n'est pas très impressionnant, mais à l'époque, la quasi-inexistence des graphismes n'est pas un frein, puisque tout comme un livre, c'est le cerveau et l'imagination qui prennent leur lait. À l'époque, un joueur, il voyait pas ça, mais il voyait ça. Et au lieu de voir ce dragon, dans son esprit, il voyait ce dragon. Et c'est là qu'on se dit que les débuts du jeu vidéo ont autant à voir avec le conte oral ou la lanterne magique. La magie n'est pas recréée avec des images numériques, mais faute de mieux, elle est vécue intérieurement. Le jeu vidéo est alors un spectacle de la suggestion, de la narration immersive, et les joueurs de l'époque savaient parfaitement combler les vides avec leur propre imagination. Plateau a été créé par l'ingénieur Donald Bitzer. Il le conçoit comme un système central, fiable, relié à des terminaux permettant un enseignement interactif assisté par ordinateur. Une idée qui préfigure clairement le e-learning. Dès le début des années 70, l'université de l'Illinois proposait déjà des cours complets en ligne, du primaire à l'université dans toutes les matières imaginables. À partir de 1972, avec sa version 4, Plateau devient un véritable bijou technologique. Donald Bitzer et Jen Slotow conçoivent un écran plat au plasma de gaz, une invention révolutionnaire qui affiche directement l'image sans recourir à une rame graphique très coûteuse.
Cet écran, éclairé par la lueur orange d'un néon, offre une résolution de 512 sur 512 pixels et intègre un système tactile, avec plusieurs polices de caractères, la saisie en texte libre, le courrier électronique, les forums, la messagerie instantanée et même le partage d'écran. Plateau 4 incarne une audace technologique inouïe pour l'époque. La technologie mise au point pour Plateau se retrouvera d'ailleurs bien plus tard dans les téléviseurs grand public. Plateau permettait de lancer différents programmes depuis le même système central, à une époque où la plupart des machines étaient dédiées à un seul jeu ou à une seule tâche. C'est donc un ancêtre du concept de plateforme. Alors c'est vrai, Plateau n'a pas inventé, à proprement parler, le jeu vidéo, mais il a inventé l'écosystème dans lequel les jeux vidéo modernes allaient naître. Tout comme le réseau Cyclade en France, le NPL Network au Royaume-Uni ou ARPANET à UCLA, Plateau incarne une des grandes innovations de l'informatique des années 70. Celle sans laquelle les ordinateurs d'aujourd'hui ne pourraient pas exister. Tous ces systèmes annoncent à leur manière l'émergence d'Internet. Surtout, Plateau doit son évolution à la force de sa communauté. Comme le raconte Brian Deere, auteur de The Friendly Orange Glow, quand j'utilisais Plateau à l'université du Delaware, il y avait plusieurs développeurs qui avaient vraiment l'éthique du hacker. Ils laissaient intentionnellement leur code source ouvert, vraiment open source. N'importe qui pouvait le copier, le modifier, l'améliorer. Aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer ce que ça devait être de parcourir des donjons en jeux vidéo au début des années 70. Mais les étudiants qui l'ont fait à l'université de l'Illinois ont été les premiers gamers de RPG. Alors qu'est-ce qui reste de tout ça? D'abord une génération entière d'ingénieurs et de programmeurs formés sur Plateau. Beaucoup d'entre eux évolueront ensuite dans toute l'industrie informatique, chez Apple, Google, Microsoft. Même si les terminaux des bibliothèques ont fini par être remplacés par du matériel beaucoup plus moderne, Plateau aura posé des bases essentielles pour l'informatique contemporaine. Écran tactile, accès libre au code source, conception modulaire des systèmes, ou encore l'idée d'un savoir partagé et accessible à tous. Plateau, c'est un système qui a incarné une vision de l'informatique à la fois libre, collaborative et humaine. Et bien sûr, avec des jeux comme D&D, Empire ou Avatar, il a vu naître les premières formes du jeu vidéo tel qu'on le connaît. Depuis les années 80, la plupart des terminaux Plateau ont été détruits par l'université de l'Illinois. Un dernier système est resté en service dans une administration fédérale américaine jusqu'en 2006, avant d'être mis hors ligne. Il existe encore quelques rares écrans plasma orange, conservés notamment au Computer History Museum de Mountain View et au Living Computer Museum de Seattle, où l'on peut encore jouer à Avatar, Empire ou D&D, et affronter son fameux dragon au charme désuet. Ce boss orange, à peine animé, découvert au détour d'une note de bas de page dans un livre sur Fallout, m'aura ramené aux origines du jeu vidéo, et m'a fait redécouvrir un système visionnaire, à la croisée de la technique, de la pédagogie et des premiers jeux vidéo. Un boss nommé Plateau.